Bienvenue dans le podcast Devenir manager. Je suis Elodie Landreau, ancienne manager et aujourd'hui coach professionnel. Pour les managers qui veulent développer leur confiance, communiquer de manière authentique et affirmée et vivre leur quotidien avec plus de joie. Devenir manager, c'est à la fois une aventure passionnante et enrichissante, mais aussi solitaire, challengeante, parfois décourageante. Dans ce podcast, des managers s'expriment en toute transparence sur leurs difficultés, leurs réussites, leur vision du métier, leurs bonnes pratiques. Laissez-vous inspirer par leurs expériences et leur énergie et devenez un manager confiant et serein. Félicie, je suis ravie de t'accueillir pour le premier épisode de ce nouveau podcast. Alors pour démarrer et pour placer le contexte, est-ce que tu veux bien nous expliquer quel est ton parcours managérial ? Bien sûr, Elodie, aucun problème. Alors donc moi je suis Félicie, je suis directrice artistique de formation, donc créative d'abord, avec un parcours qui a pas mal d'étapes. Donc ça fait une quinzaine d'années que je travaille j'ai découvert le management, on va dire, parce que c'est un peu le fil rouge de notre conversation, il y a 7 ans maintenant, dans la boîte que j'ai intégrée il y a 7 ans, où j'ai pris la tête d'une petite équipe, puis d'une plus grande, tout en étant créative. Donc j'ai découvert les joies du management d'un studio créatif qui est quand même un management très particulier. Parce qu'il y a un peu de coaching, il y a du management pur, il y a gérer les personnalités des créatifs sans les restreindre, donc plein de choses très intéressantes. Donc voilà, donc directrice artistique et manager créatif, je dirais, double casquette. Une double casquette, c'est riche. C'est très riche. Donc ça fait 7 ans que tu es manager. Quelle est pour toi ton expérience managériale la plus marquante ? Je dirais de prendre la tête du studio créatif de ma boîte parce que jusqu'à présent, nous étions 2, voire même 3 managers avec des petites équipes de 2 personnes. L'organigramme a dû être simplifié et on m'a proposé de prendre la tête de tout le studio. Donc je suis passée de 2 à 8 personnes avec des anciens collègues, avec des personnes installées depuis de nombreuses années dans la boîte et notamment une partie à recruter. Donc j'ai eu tout d'un coup pour le jeune manager, parce que je m'estime encore jeune manager. Voilà, donc ça a été vraiment le tournant dans ma carrière de manager, de prendre la tête de cette grosse équipe. Tu évoques plusieurs aspects hyper intéressants ici, notamment le fait de manager des anciens collègues. Ouais. C'est une situation qui n'est pas forcément évidente, surtout pour un jeune manager. Comment toi tu as fait en sorte de gérer cette situation ? Euh, j'ai essayé de me mettre à la place de ces personnes déjà, parce que c'est pas simple pour eux de ne pas avoir eu cette proposition, évidemment. Ça m'a fait beaucoup réfléchir lorsqu'on me l'a proposé. Est-ce que je suis. On parle toujours de la légitimité. Est-ce que je suis légitime à ce poste, bien que moins ancienne? Donc, beaucoup de questions. Et après, je me suis dit, c'est une occasion. J'ai une N+1 qui m'a proposé une promotion. Donc, ça ne se refuse pas dans une carrière. Donc, j'ai réfléchi, j'ai accepté. Euh, et après, j'ai un peu laissé les choses, le temps faire son œuvre. On a essayé de trouver nos marques, lui et moi. Ça n'a pas été simple parce que lui s'est senti un peu forcément trahi, parce qu'on était très complices puisque nous étions, enfin, homologues. On avait jusqu'à ma promotion le même poste. Euh, Lui a fait un énorme travail sur lui aussi parce que c'est quelqu'un d'assez intelligent et qui a su faire la part des choses et voir le positif dans ce qu'on lui proposait. Ça n'a pas été simple du tout. Donc j'ai vraiment essayé de respecter ça, mais j'avais quand même des objectifs et des enjeux et oui, des directives de ma direction qu'il fallait que je. Voilà, donc ça.
J'ai un peu laissé faire le temps, j'ai essayé de respecter sa seniorité parce qu'il avait une vraie expertise que je n'ai forcément pas managé comme des juniors que je venais de recruter. Donc c'est vraiment trouver sa place, lui et moi. Donc tester des choses, beaucoup, essayer d'instaurer du dialogue, de ne pas laisser les choses pourrir, mais de parler, ouais, de voir qu'on peut se faire confiance et que voilà, c'est ça. La confiance et le respect de chacun et que chacun est là pour une raison et voilà. Donc j'entends de la communication, de l'échange, de la confiance, Oui, laisser le oui, temps, et puis aussi une certaine oui. reconnaissance de l'expertise de l'autre. Complètement. La reconnaissance est très importante et c'est dire ce qui ne va pas, mais dire ce qui ne va pas, quand on est là depuis moins longtemps, c'est pas évident, mais aussi dire, quand il y a des choses qui sont bien. Quand la ma direction me disait qu'il y a des choses qui sont bien, je le redescendais évidemment et j'essayais de le mettre en avant parce que étant un profil plutôt expérimenté, heu, il avait des choses à dire et voilà, mais la reconnaissance, oui, est importante et reconnaître, ouais, son expérience de l'équipe, sa seniorité dans sa gestion de projet et heu et voilà, donc ouais, reconnaissance, c'est important, c'est quelque chose d'important. Mais oui, valoriser les collaborateurs expérimentés, c'est vraiment une Oui. clé. Concrètement parlant, comment tu t'es organisé? Est-ce que tu lui as délégué des missions particulières? Oui, parce il était manager, il est repassé enfin, quelque part expert. Donc c'est toujours ce gap quand on est manager, c'est que souvent on nomme un expert, on le nomme manager, mais c'est 2 métiers différents et lui en fait est redescendu expert et il s'est rendu compte, je pense au fond de lui, qu'il était très bon dans ce qu'il faisait, qu'il avait des vraies choses. Donc c'est vrai que quand je lui donnais un projet, quand je lui allouais un projet, je savais qu'il le gérerait de façon hyper autonome et que j'étais pas tout le temps derrière lui. Même si on me demandait de suivre tous les projets, j'essayais de lui dire bon, je te laisse un peu gérer, mais en fait, me plante pas parce que on est un peu, on est solidaire. Voilà, c'est que donc oui, oui, je déléguais, enfin je déléguais beaucoup, c'est la clé, c'est nécessaire. Un manager ne peut pas tout faire et ne sait pas tout faire et donc son équipe est importante. Enfin, sans son équipe, il n'est rien, clairement. Ouais, c'est toujours bon de rappeler qu'un manager n'est pas censé savoir tout faire, qu'il n'a pas à être un expert technique et qu'il peut tout à fait s'appuyer sur les compétences de ses collaborateurs. Et c'est comme ça que l'équipe avance, en fait. Tu Oui. indiquais tout à l'heure que tu avais aussi recruté. Comment tu as fait pour trouver les bonnes personnes qui allaient matcher avec celles qui étaient déjà présentes dans l'équipe? Hem, j'ai fait attention aux personnalités. Bon après, en tant que créatif, il y a le côté compétence, donc le CV et après le côté sensibilité artistique. Il fallait que je trouve la personne compétente qui a le style et l'univers de ce que nous faisions dans mon entreprise. Donc déjà ça, c'est compliqué. Mais après, il faut trouver des personnes qui s'intègrent bien dans l'équipe qui est déjà installée et qui était vouée à rester. Donc je me suis dit, bon, on était très bons vivants dans l'équipe. Clairement, on aimait bien les prendre des verres, on aimait bien partager, déjeuner ensemble à tous les 8. On avait notre adresse à côté. Donc je me suis dit, quelqu'un qui a ce côté convivial, a des chances de bien marcher. J'ai éliminé, enfin, ce que j'appelle les divas, je veux dire les créatifs qui bossent seuls, qui savent tout sur tout et qui sont pas prêts à bosser en équipe, clairement. Donc le côté, ouais, convivial, sympa, tout en travaillant évidemment, mais ouais, ce côté-là humain, important, évidemment. Tu parles de convivialité, justement, souvent les managers se demandent dans quelle mesure ils doivent être dans la proximité avec leur équipe, est-ce qu'ils doivent déjeuner avec eux, où est-ce qu'ils doivent mettre le curseur finalement. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que je n'ai pas changé de bureau, que je suis restée dans l'open space avec tout le monde. À un moment, j'ai eu envie d'avoir mon espace parce que j'avais des conversations téléphoniques avec ou des visios, parce que maintenant on a de plus en plus de visios sur des sujets qui ne les regardaient pas ou pas encore.
Donc le fait d'être resté finalement, dans le même espace, ça crée une proximité qui est pas désagréable puisque justement quand il y a des déjeuners ou des pots, ben, on était au courant et on était volontiers invités et c'est ce qui m'a fait hyper plaisir parce que ça n'a jamais quasiment jamais changé. Quand je suis passée manager, on a continué à avoir cette, convivialité-là. Donc c'était plutôt pas mal. Je les laissais proposer parce que voilà et ça se passait toujours très bien et on avait ces moments-là réguliers dans le respect de chacun parce qu'il y avait des parents quand même, dans l'équipe donc évidemment il fallait respecter le ce temps-là mais ouais ça se passait plutôt bien, plutôt naturellement. On sent ton envie de créer un vrai lien Ouais, avec tes ouais, collaborateurs, ouais. de faire en sorte qu'ils travaillent dans de bonnes conditions, dans le plaisir. Souvent, quand je discute avec des managers comme toi, qui sont humains, bienveillants, il peut y avoir un espèce de sentiment d'être trop gentil. Est-ce que c'est quelque chose que tu connais, toi? Oui, on a souvent le sentiment d'être trop gentil, mais ce n'est pas les équipes qui le disent, c'est souvent le manager du manager qui dit: «Ah, tu es trop gentil avec ton équipe». L'équipe ne dira jamais à son manager: «Ah, tu es trop gentil». Non, le manager, il est jamais trop gentil, il y a toujours un truc qui va pas, donc non, ça, je l'ai jamais entendu de leur part. Mais après, il faut savoir ce que veut dire trop gentil. Est-ce que c'est de laisser de l'espace aux personnes? Est-ce que c'est de laisser du temps aux personnes? Est-ce que c'est d'accepter que les gens, bah, ne peuvent, avoir des jours sans et des jours avec et des jours sans? Donc c'est être pour moi la gen enfin, c'est plus d'être juste, d'être là quand il faut prendre des décisions, d'être là quand il faut défendre son équipe, parce qu'il faut défendre son équipe. Parce que si l'équipe se sent pas défendue par leur manager direct, par qui ils le sont, voilà. Donc ouais, la gentillesse, je pense que c'est d'être juste, mais pas d'être c'est pas du laisser aller, c'est vraiment d'être juste, d'être ferme, de dire quand ça va pas et de dire quand c'est bien, enfin, quand tout roule, que ça roule et voilà, c'est la justesse. D'un côté, il y a cette justesse à trouver avec son équipe, et puis de l'autre côté, il y Mmh. a les exigences de la direction, il y a une stratégie à appliquer. Comment toi, tu as vécu ça? Bah, on dit toujours que les managers de proximité ou opérationnels ou enfin, c'est souvent le nom que l'on entend, c'est ce que j'étais, c'est qu'on était clairement entre le marteau et l'enclume. C'est qu'on avait, il fallait, bah, faire bosser l'équipe, rendre les projets en temps, en heure et en qualité et en même temps, respecter les directives bah, du top management, du N+1, voire même du N+2 qu'on ne voyait pas, mais dont on avait les reporting par le N+1, qu'il fallait ensuite redescendre. Donc, c'était un peu jouer parfois les passe-plats. Euh, donc, non, c'était pas du tout position très inconfortable, où il faut se garder aussi du temps pour soi, parce que le manager, pour moi, s'adapte à son équipe, enfin, fait attention à son équipe, ce que je faisais beaucoup, mais j'ai pas vraiment eu l'impression que on s'adaptait, enfin, on essayait de s'adapter à moi, en fait. C'est que je m'adaptais à mon manager, je m'adaptais à mon équipe et moi, je me sentais parfois un peu seule. Parfois un peu seule, donc je m'appuyais sur les autres managers des autres services, services marketing ou voilà. Je me suis, pas mal, formée, toute seule en allant sur des forums, en partageant des expériences avec d'autres managers et je me rends compte que c'est un problème assez global, que le manager se sent un peu seul parfois, parce qu'on lui demande beaucoup de choses. C'est à la fois ouais, le management, de l'opérationnel, enfin voilà. Donc, c'est pas un rôle évident. Il faut pas se voiler la face, et ça fait partie du job et qu'il faut pouvoir absorber cette pression qui doit rester gérable évidemment, mais qui existe. Alors justement, comment tu fais pour décompresser, pour t'octroyer Ouais. du temps pour toi? Bah déjà, j'ai essayé de me sauver des projets en direct parce que quand on passe manager, on n'a peut-être plus le temps de faire. Nous, on est dans le faire-faire, ce qui est très différent. Donc moi, je continuais à faire. Et comme je suis créative et que j'ai encore envie de faire,
je me gardais sous le coude de 2-3 projets de cœur, des clients que j'appréciais. Bon, c'était parfois un peu compliqué à gérer parce que gérer le faire-faire et se garder du temps pour le faire, mais c'était un peu ma soupape de décompression. Surtout que, c'est des clients assez, ouais, que je connaissais bien, donc c'était un peu comme une récréation pour moi de garder ce moment-là, de retrouver un peu, de redescendre d'un cran quelque part, de plus être la casquette manager, mais d'être la casquette créative à 100. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé un équilibre entre le manager et le créatif, en fait. On a abordé la pression, le stress qui sont inhérents au Ouais. métier de manager. Là, tu parles d'équilibre. Justement, est-ce que tu as toujours réussi à avoir un équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle? J'ai toujours réussi, oui. J'ai essayé, ouais, j'ai toujours réussi. Bon, au début, j'ai eu des moments, où je rentrais chez moi en me disant, «J'y arriverai pas, c'est trop, c'est trop». Mais j'ai eu un manager, bon, évidemment comme tous les managers qui n'était pas parfait, mais ça on peut pas s'empêcher de le dire, mais qui a été, présent, quand il le fallait au début, qui m'a beaucoup écoutée, qui m'a beaucoup coachée. Hem, voilà, donc j'ai eu cette aide-là, qui était plutôt, appréciable, et j'ai appris beaucoup. C'est quelqu'un qui avait de la bouteille, enfin qui avait, voilà, beaucoup plus d'années d'expérience que moi et qui avait un recul, vraiment bien et qui m'a appris à prendre ce recul que parfois je n'avais pas parce que en tant que les créatifs prennent toujours les choses très à cœur. C'est des profils très particuliers dans des boîtes. D'ailleurs, parfois les gens sont un peu déroutés, face aux créatifs. Donc voilà, donc elle a su un peu me tempérer dans mes élans parce que, voilà, je mets beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et je la remercie pour ça parce qu'elle a, ouais, j'ai appris des choses. Donc c'est le côté mentoring, la personne qu'on a au-dessus d'elle, au-dessus de soi et c'est très important. Donc quand on prend un poste, il faut bien voir qui va nous manager et quand on est manager, voir si la personne qu'on recrute est manageable parce que c'est cette notion-là. On peut être très compétent mais absolument pas, manageable ou voilà. Donc c'est très important d'avoir ce point-là. Alors, comment tu détermines que quelqu'un est manageable ou pas? Ah bah, c'est des déjà, il y a une intuition, il faut faire confiance à son intuition parce que nous restons des humains avec des ressentis et des premières impressions, et puis en posant des questions, en parlant, en les entendant parler, voir comment ils présentent leurs projets, s'ils résonnent en tant qu'équipe, s'ils résonnent en tant que jeu, enfin, c'est des choses comme ça, des pour moi, je dirais, ouais, c'est de l'intuition, et du feeling et ça permet de déjà de déceler des personnalités et j'ai un outil qui m'a pas mal servi. Enfin, j'utilise beaucoup le profil, DISC, enfin les couleurs, donc je commence à un peu les connaître. Donc quand je rencontre des gens, j'arrive déjà en fonction, de leurs réponses ou des mots qu'ils utilisent ou de leur formulation de mail à me dire: «Ah, lui, il est plutôt ou elle est plutôt, je sais pas, rouge, bleu, vert». Bon, ça, c'est des profils, voilà. Il faut de tout dans une équipe, mais il y en a qui sont plus compliqués que d'autres. Donc, mais c'est beaucoup d'intuition, évidemment. Le manager, quand il recrute son équipe, fait une équipe à son, j'allais dire, à son image. Donc, voilà. Alors, évidemment, il n'y a pas de profil disque meilleur qu'un autre, mais tu disais que pour toi, il y avait des profils qui étaient plus difficiles. Ce sont lesquels? Heu, Plus difficile, ça dépend du profil couleur du manager évidemment, mais je sais par exemple qu'il y a des profils qui sont les profils, les jaunes, qui sont plutôt les entertainers, donc ceux qui mettent la joie et les bonnes vibes dans une équipe. Il en faut, parce que si on a que des bleus ou que des verts qui sont très bosseurs, très consciencieux, très dans l'aide, bah, c'est pas forcément très gai. Donc il faut un peu de tout, mais il faut pas que des jaunes, parce que des jaunes, c'est la fête tout le temps. Et pour ceux où le petit bleu qui est caché et qui a envie de bosser tranquille, bah, il peut pas. Bon, je schématise évidemment, les grandes lignes, mais en gros, c'est ça. Après, il y a le rouge qui est plutôt, leader, plutôt directif, donc ça peut être bien
pour le manager d'être un peu rouge, mais c'est bien aussi d'être rouge pour un manager. Pas trop, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait conflit. Voilà, donc c'est un juste milieu d'un peu toutes les couleurs pour que l'équipe soit équilibrée, en fait, clairement. Donc ça dépend des métiers, mais dans un studio de création, il faut un peu de tout. Il faut la personne, ouais, qui parle tout le temps, qui rigole tout le temps, puis il faut celui qui bosse, qui dit à un moment: «Bon, ça suffit, on bosse». Enfin, c'est ça, c'est, juste équilibre de toutes ces couleurs, mais c'est vraiment intéressant quand on prend le temps de faire cet exercice et on peut trouver sur internet des profils, enfin, ça coûte pas très cher et ça permet de comprendre comment s'adresser aux gens, comment comprendre pourquoi eux s'adressent à nous de cette façon-là, pourquoi ils réagissent comme ça. Il y a des personnes plutôt publiques, des personnes plutôt privées. Donc, non, c'est vraiment un super outil et ça mérite d'être fait. Il faut prendre le temps de le faire. Même en équipe, d'ailleurs, tous ensemble. Oui, la méthode DISC, elle est chouette à expérimenter en équipe. Bien Alors, il sûr. faut vérifier d'abord que tout le monde est OK pour se prêter à Oui, l'exercice, évidemment. Mais si c'est le oui, cas, ça permet de mieux se connaître soi, de mieux connaître les autres, puis de comprendre en fait les comportements de chacun. complètement. Tout à l'heure, tu as mentionné que tu utilisais ton intuition pour recruter. Alors, l'intuition, c'est une notion dont les managers parlent de plus en plus, mais sans savoir toujours dans quelle mesure s'y fier. Est-ce que tu considères qu'il est bon d'utiliser l'intuition pour manager? Ah! Grosse question. Bah, il y a l'intuition et il y a aussi, les faits. Enfin, clairement, les faits, bah, ce qui a été oui, les faits. Heu, ouais, c'est la description de ce qui est factuel. Donc, c'est important quand on a une intuition de voir si elle est confirmée par des faits. Parce que le j'aime pas ou je pense que, bon, OK, il y a un moment ça peut aller, mais quand il faut faire un recadrage ou quand il faut booster quelqu'un ou dire là, bah, c'est pas bien, bah, il faut lui montrer des exemples. Donc clairement, toujours s'appuyer noter beaucoup, faire des ouais, s'appuyer sur les faits, clairement, très important. Toujours avoir des exemples et pas des choses comme ça qui sortent de nulle part, pour que la personne puisse comprendre exactement là où elle a péché, que ça soit dans une réalisation, dans un comportement ou voilà, c'est dire: «Bah, il s'est passé ça, là», donc ça peut confirmer des intuitions. Mais les intuitions, on les garde un peu pour soi et elles nous servent à nous guider, mais ça doit pas être 100 du management pour moi. Finalement, l'intuition, elle va te donner une idée, mais que tu vas valider par les faits. Oui, complètement. Oui, oui, complètement. Dans notre précédente discussion, tu m'avais parlé d'un outil que tu étais fière d'avoir mis en place, auquel ta direction ne croyait pas trop, mais qui finalement avait fait ses preuves. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, hem, j'ai eu à cœur de bien faire les choses quand j'ai pris ce rôle de manager et j'avais envie, bah, de connaître, vraiment chaque membre de mon équipe et j'ai trouvé cet outil, sur, internet heu, sur un forum assez connu, et cet outil a révolutionné pour moi, ma façon de voir les choses. Donc c'est un outil qu'il faut mettre en place, qu'il faut trouver le temps de le mettre en place et c'est donc un moment de 30 minutes, heu, hebdomadaire avec chaque personne de son équipe, pour des équipes qui sont en dessous de 8 personnes. Au-dessus de 8 per plus de 8 personnes, ça devient difficilement gérable, ça prend vraiment beaucoup de temps, mais de 1 à 8 personnes, c'est gérable et c'est 30 minutes, hebdomadaires, des créneaux qui ne bougent pas, donc chacun a son créneau, du mardi matin, mercredi soir, voilà, et c'est un temps privilégié entre le manager et la personne de l'équipe, pour échanger, soit sur des sujets, chauds ou des sujets, hem de la vie, voilà et c'est le manager qui, parle. C'est surtout pas le manager qui parle. Là, c'est un temps de parole pour la personne qui est managée. Vraiment, vraiment.
faut surtout pas avoir l'envie de trop parler. Donc ça peut durer 10 minutes parce que tout va bien et puis voilà. Comme ça peut durer beaucoup plus longtemps parce qu'il y a des sujets, plus importants et même au début, tout le monde était surpris, ma direction comme mon équipe et finalement, ça a duré, pas mal de temps et on l'a toujours gardé. Donc C'est top. ouais. Qu'est-ce que ça a apporté? Bah, ça a apporté, de peut-être être moins sollicité, n'importe comment dans l'open space, sachant qu'ils savaient qu'ils avaient toujours un temps de parole avec moi chaque semaine. Donc d'attendre une semaine, c'était pas une échelle temps qui est tout à fait gérable, dans un un quotidien ou dans l'organisation d'une équipe. Donc il pouvait très bien, se débrouiller seul jusqu'au prochain one to one et j'étais pas tout le temps sollicitée: «Ah, il y a ci, il y a ça, il y a ça». Donc ils se notaient les choses et souvent eux-mêmes me disaient: «Ah oui, bah, je t'en parlerai, en one to one». C'était devenu une habitude, en fait et il y avait un respect comme ça du temps de chacun, de l'espace de chacun et dire: «OK, le temps, c'est le temps du one to one où là, on peut dire des choses, débloquer des situations». Évidemment, ça n'empêchait pas de faire des recadrages, immédiats quand il y a bon ça j'en ai eu très, très peu j'avoue, mais ce temps-là one to one était très important et j'essayais vraiment de le sauver à chaque fois. C'était bloqué dans les agendas et même quand on me disait on voulait me coller une réunion à ce moment-là, j'ai dit: «Non, je suis prise. Ce temps-là, il est pris». Donc c'est 30 minutes, c'est pas grand-chose et voilà, donc c'est une organisation, c'est-à-dire que 30 minutes fois 8, ça fait quand même, voilà, il faut trouver ces heures-là, dans la semaine, mais ça se trouve. Il faut le faire en plusieurs temps et ça se trouve. Donc ouais, c'est bien et ça fait un suivi, on prend des notes et quand il s'agit d'après de faire les entretiens annuels et ben, on part pas de rien, en fait. On a déjà, amorcé des choses, désamorcé d'autres. Donc c'est un travail de fond, de régularité et moi, j'ai trouvé ça efficace et je pense que dans la prochaine équipe dans laquelle je serai, si j'ai des personnes à manager, c'est quelque chose que je ferai clairement. Je trouve que c'est un super outil. Merci beaucoup de l'avoir partagé. Avec plaisir. Bon, Félicie, on arrive à la fin de notre échange. J'aimerais terminer en te demandant quel conseil tu aurais aimé avoir quand tu es devenue manager. Quel conseil? Waouh! Hem, reste toi-même. Faut pas essayer de jouer un rôle. Enfin, si on joue un rôle de manager, mais il faut pas essayer de biaiser les choses et de pas faire, de rester droit, et ouais, de rester soi-même. Même dans les situations les plus complexes et les plus compliquées, quand on doit faire passer des messages de la direction qui sont pas évidents, avec lesquels on n'est pas hyper d'accord, essayer de les faire à sa façon pour, ne pas se perdre en fait et rester soi-même pour être, ouais, c'est important. J'adore ce conseil. Merci beaucoup, Félicie. Eh ben, avec plaisir. Merci Elodie. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le découvrir à d'autres managers. Mettez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube Devenir Manager ou à me contacter sur LinkedIn pour qu'on échange ensemble.